Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, chroniques et reportages. 90 minutes, 2 grands thèmes seulement pour donner à nos experts le temps de donner du sens à l'actualité. Voici le sommaire de ce 28 janvier. Donald Trump réitère ses menaces sur l'Iran tout en appelant le régime des mollahs à la discussion. Mais que veut-il négocier? Le déploiement d'un groupe aéronaval, d'un autre porte-avions peut-il suffire à provoquer un changement de régime? Ces appels à manifester dans les premières heures de révolte ont-ils poussé beaucoup d'Iraniens dans la rue sous les balles d'une des répressions les plus sanglantes de l'histoire? On en débat dans 3 quarts d'heure. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, gros plan sur les masculinistes, une idéologie de plus en plus violente. On assiste à ce qu'on appelle un backlash, c'est-à-dire finalement un regain des mouvements masculinistes qui prônent cette idée de la femme objet, notamment dans les vidéos de coaching en séduction. Donc pour nous, oui, c'est un phénomène très inquiétant et qui n'est pas assez pris en compte par les pouvoirs publics. Qui sont les masculinistes? Quels sont les dangers des discours tenus sur les réseaux sociaux, notamment pour les ados? Quel lien avec certains courants politiques ou religieux? Ne ratez pas l'analyse et la confrontation de nos invités sur ce thème. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Et réagissez grâce à notre QR code en témoignant si vous avez subi ce sexisme hostile ou si vous cherchez à comprendre ce qui se trame au Moyen-Orient, un deal ou des frappes, dit Donald Trump. Les dernières infos en images, Clément Guillonneau. Un nouveau porte-avions en route pour le golfe Persique. C'est le 2e que les États-Unis envoient au large de l'Iran en quelques jours à peine. Au fait, une autre belle armada vogue majestueusement en ce moment même vers l'Iran. On verra bien. J'espère qu'ils concluront un accord. La pression entre les 2 pays est à son comble. Depuis lundi déjà, le porte-avions Abraham Lincoln, accompagné de son escorte, patrouille au large des côtes iraniennes. Le président états-unien réclame à Téhéran le renoncement à l'enrichissement grâce au nucléaire et la fin du développement de son programme balistique. Cet après-midi, il a de nouveau haussé le ton sur son réseau social. Espérons que l'Iran acceptera rapidement de s'asseoir à la table et de négocier un accord juste et équitable. Pas d'armes nucléaires. Le temps presse, c'est vraiment une question de la plus haute importance. La prochaine attaque sera bien pire. L'Iran, de son côté, appelle les États-Unis à cesser les menaces et les demandes excessives et réplique. Nos voisins comprennent que l'insécurité dans une partie de la région n'affecte pas seulement l'Iran. Cette instabilité est contagieuse. Nous répondrons plus fermement que jamais à tout acte d'agression. La perspective d'une attaque américaine dans le but de faire tomber le régime des mollahs, en place depuis 1979, se rapproche d'heure en heure, mais Donald Trump laisse planer le doute. Il pourra être éventuellement amené à décider d'une intervention. Et c'est pour ça qu'il veut qu'elle soit limitée. Il est plutôt dans une logique de régime collapse, c'est-à-dire de pousser le régime à l'effondrement de l'intérieur en attendant une alternative qui émergerait et qui pourrait être soutenue à partir d'un coup de pouce externe. Des analystes estiment que les options envisagées par Washington à l'heure actuelle pourraient inclure des bombardements de sites militaires ou des frappes ciblées contre des dirigeants. Un deal ou la guerre, c'est la menace de Donald Trump. On en débat avec Karim-Émile Bittard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes enseignant en Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient. Patricia Lémonière, bonsoir. Bienvenue à vous, grand reporter spécialiste des relations internationales. Vous publiez Au cœur du chaos, c'est aux éditions Artaud. Guillaume Lascanjarias, bonsoir et bienvenue. Vous êtes historien militaire, professeur associé à Sorbonne Université, et Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir, bienvenue Jean-Sébastien, directeur du site Atlantico-éditorialiste pour Sens Public. Alors, on peut parler d'une armada américaine. Il y a déjà ce porte-avions Abraham Lincoln, un autre porte-avions, on l'a vu en route, Karim-Émile Bittard. Qu'est-ce que ça révèle de la diplomatie version Trump ? Alors, on a souvent eu l'occasion ici d'évoquer la désuétude des normes internationales, de la diplomatie classique. Et on a le sentiment, avec cette géante armada, d'un retour à ce qu'on appelait autrefois la diplomatie de la canonnière, que les Américains appelaient la gunboat diplomacy. Donc c'est une stratégie multidimensionnelle. Il y a d'un côté des pressions diplomatiques, des sanctions économiques, des cyberopérations, la cyberguerre joue un rôle très important, et des tentatives d'intimidation psychologique, comme Trump sait si bien le faire, avec pour objectif essentiellement d'avoir un deal. Je pense en effet qu'une grande partie de son électorat n'est
pas forcément en faveur d'une nouvelle expérimentation hasardeuse dans changement de régime. On irait plutôt, dans le scénario idéal pour lui, ce serait plutôt un behavior modification, un changement de comportement du régime. Il faudrait pour cela le décapiter et trouver une figure qui ne soit pas un mollah, qui soit issu des gardiens de la Révolution, qui pourrait céder aux pressions américaines. Un scénario à la vénézuélienne, tout en gardant à l'esprit que l'Iran est un pays très différent du Venezuela, 93 millions d'habitants, la taille de l'Union européenne tout entière, donc ce ne sera pas une partie de plaisir. Mais il y a quand même, alors c'est peut-être simplement une menace, Patricia Lémonière, mais est-ce qu'on peut dire que l'option de frappes américaines redevient crédible ou redevient brûlante d'une certaine façon? De toute façon, lorsque Donald Trump a parlé en premier lieu de venir au secours des jeunes Iraniens, ce qui, pour certains, a alimenté la révolte, à discuter, il n'était pas prêt. Donc, il veut effectivement avoir toutes les cartes de son côté et faire en sorte que la région soit prête aussi. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir une attaque, ce dont je doute profondément, du régime iranien avant même une attaque américaine. Ça, j'en doute. Je ferme la parenthèse, mais certains l'envisagent. Donc, la région n'était pas prête. Aujourd'hui, la région est prête. Mais je rejoins totalement ce qui vient d'être dit. Je pense que dans la tête de Donald Trump, mis à part les frappes chirurgicales qu'il aime faire, là, son option favorite, au-delà de la frappe chirurgicale, c'est vraiment faire plier le régime. Faire plier le régime, effectivement, par cette énorme pression militaire, peut-être par un embargo, peut-être par, si vous voulez, par un blocus même de l'Iran, par la mer, on ne sait pas, mais d'amener effectivement le régime à trouver une solution. Et il y a des négociations qui se déroulent. Alors, on va en reparler, ça. Je veux juste dire qu'il y a des choses qui se déroulent à deux niveaux, au niveau des passes d'Aran et quand même au niveau du régime, du pouvoir qui est actuellement en charge officiellement des affaires du président de la République. Si vous voulez bien, on y reviendra sur les négociations. Reste l'option, effectivement, frappe, mais quand on dit frappe, frapper pourquoi ? Oui. Frapper pour aller... Quelle cible et avec quel objectif? Aller viser le guide suprême de la Révolution, ça pourrait faire une onde de choc beaucoup plus importante dans toute la région. Et puis frapper inquiète beaucoup parce que c'est un double risque, frapper. Parce que tant qu'on n'est pas sûr du régime qui va venir, frapper est lourd d'incertitude. Et autant un régime à la Maduro lui convient, effectivement, un changement juste cosmétique avec les passes d'Aran, autant un régime démocratique ne convient pas à toute la région. Oui, effectivement. Alors, je reste sur l'option militaire et sur ce déploiement quand même, Guillaume Lasconjarias, parce que on parle d'un groupe aéronaval, c'est ça? Alors, peut-être même de deux. Et peut-être un deuxième qui est en train d'arriver. Donc, ça représente quoi? Déjà, c'est une masse en termes d'équipement, en termes d'hommes et en termes de capacité. Quand on parle d'un groupe aéronaval américain, c'est pas tellement le nombre de personnes ou de marins à bord qui compte, c'est d'abord les capacités qu'ils sont capables de déployer. C'est effectivement autour d'un porte-avions, des capacités déjà à protéger l'ensemble. Vous avez généralement 2 ou 3 frégates ou destroyers avec des capacités anti-sous-marines et anti-aériennes pour protéger, créer ce qu'on appelle une bulle de défense, donc protéger l'ensemble. À bord d'un porte-avions, vous avez des avions qui ont tous des capacités différentes et qui donc sont capables de mener des frappes. Et puis, surtout, outre les destroyers, vous avez aussi probablement 1, peut-être même 2 sous-marins qui sont dans cet espace-là et qui sont tous, à plus ou moins échéance, capables de lancer des salves de missiles. Qu'est-ce qu'on parle? On parle de Tomahawk, on parle d'autres types de missiles qui sont en fait capables de délivrer, là encore, des frappes de saturation sur soit des systèmes de défense antiaérienne pour permettre la pénétration des avions, soit, comme on l'a vu pendant l'opération Midnight Hammer, des frappes... Midnight Hammer, c'est les frappes du mois de juin et de juillet, qui durent 12 jours, frappes israéliennes et américaines. Tout à fait, et ça permet là, cette fois de viser soit des centres de commandement, soit finalement des personnalités, puisque c'est aussi ça. Alors tiens, j'ai une question qui est une question un peu de curieux et de béotien. Ça m'a frappé ce matin en écoutant, c'était nos confrères de France Info qui parlaient du Abraham Lincoln, donc le premier porte-avions arrivé sur zone, qui disait
On ne sait pas exactement où il est, il brouille, mais comment on peut ne pas, enfin avec les moyens de surveillance satellite, on sait forcément où il est, ce porte-avions, non. Non. Alors, d'accord. On sait d'où il s'est déplacé, parce que vous avez des capacités aujourd'hui, ce qu'on appelle la vessel tracker, mais c'est fondé sur tout simplement la capacité d'un navire à allumer ou pas son transpondeur. Et c'est un truc tout bête, mais une fois que vous êtes dans la mer Bleue, que même un gros bâtiment comme ça, ça se dilue. Vous ne le voyez pas. D'accord. Donc en fait, on a des capacités à perdre, comme on l'a fait, par exemple, avec la flotte fantôme russe. Et pourtant, un tanker, c'est aussi gros. Donc en fait, on peut les voir disparaître et réapparaître. Ce qu'on sait pour sûr, parce que ça a été annoncé par le commandement central, CENTCOM, c'est qu'il est rentré dans la bulle de commandement de CENTCOM, qu'il a été mis à disposition de ce commandement. Et à partir de là, et c'est la deuxième annonce, il est engagé aujourd'hui dans une série d'exercices, ces exercices militaires servant aussi à exercer une forme de double pression, à la fois en démontrant la crédibilité de ces possibles attaques, et puis aussi de manifester à la région et aux alliés américains dans la région le soutien. Évidemment, ça marche aussi dans ce sens-là avec un certain nombre de déclarations de Donald Trump. On en a vu une tout à l'heure annonçant cette nouvelle armada. Et puis il y a eu sur son réseau social, on va regarder cette citation. Comme je l'ai déjà dit à l'Iran, négocier. Ils ont refusé l'opération Marteau de minuit militaire dont vous parliez, a entraîné une destruction majeure du pays. La prochaine attaque sera bien pire. Ne laissez pas cela se reproduire. Négocier. Alors, Karim El Bitar, on a commencé à l'évoquer. Est-ce qu'il y a des discussions, peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais directes, entre Américains et Iraniens? Ou est-ce qu'il y a forcément des intermédiaires? Les Iraniens ont proposé des négociations directes. Les Américains n'étaient pas très chauds. Il est question d'un intermédiaire qui serait Oman. Mais ce qui pousse Donald Trump à vouloir envisager sérieusement ces négociations, c'est l'attitude de certains de ses alliés régionaux, notamment l'Arabie saoudite, le Qatar. C'est une des variables essentielles. Parce qu'il y a 10 ans, le roi d'Arabie saoudite disait ouvertement « l'Iran, c'est la tête du serpent, il faut faire tomber le régime. Ça va permettre de rogner les ailes de Téhéran, le Hamas, le Hezbollah, le régime syrien, tous ses alliés. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite est dans une toute autre disposition d'esprit. MBS tient à la stabilité Mohamed Ben Salman, régionale. qui est le prince héritier. Le prince héritier de l'Arabie saoudite, qui a des liens très étroits avec Jared Kushner, le gendre de Trump, et le Qatar, qui est également très proche de Trump, qui lui a fait don d'un Boeing à 400 millions. Tous les pays de la région sont très soucieux de la stabilité, ou plutôt de l'instabilité qu'entraînerait une chute brutale du régime iranien, une entrée en guerre. Donc ils font pression pour qu'on aille vers des négociations, pour que l'Iran cède. Obama accepterait un deal comme celui que Trump accepterait un deal comme celui qu'Obama avait signé en 2008 si ça porte le nom de Trump. Évidemment. Parce qu'à l'époque, les Iraniens avaient fait beaucoup de concessions sur les centrifugeuses, sur l'uranium enrichi, mais Trump voudrait aller plus loin et véritablement exiger aussi un changement de comportement par rapport au reste de la région pour que l'Iran cesse de soutenir ses alliés. Jean-Sébastien, un mot. Oui, sur le reste des alliés, justement, j'ai l'impression qu'ils jouent quand même un double jeu. Quand on parle à certains à Washington, ils disent que les messages qui sont passés derrière la scène ne sont pas les mêmes que les messages publics. Parce qu'effectivement, l'Arabie saoudite a très peur d'être déstabilisée chez elle. C'est pas juste la région. Les zones pétrolières en Arabie saoudite, Dharan, ce sont des zones où les populations sont chiites. Bahreïn, c'est un royaume avec une monarchie sunnite, mais avec des populations chiites. Et on rappelle que l'Iran est un pays chiite. Bon, voilà, il faut... Non, mais exactement. Et on se souvient... Souvenons-nous aussi que les Houthis avaient réussi à viser il y a quelques années, avec des missiles, les zones de production de Dharan. Ça avait mis à terre la moitié de la production pétrolière saoudienne. Derrière la scène, quand même, il semblerait qu'il y ait un peu d'insistance à essayer de changer de régime. Et moi, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez. Il semblerait, dans l'administration Trump, dans laquelle il y a par ailleurs une guerre assez importante entre les clans... Tout le monde n'est pas d'accord. Exactement. Que l'hypothèse sur la table à l'heure actuelle soit plutôt d'essayer, un peu à la vénézuélienne, mais avec quand même une grande différence, c'est-à-dire que le régime vénézuélien n'est pas messianique. Le régime iranien, c'est un régime messianique. Les mollahs, dans la constitution, dans le préambule de la constitution de la République islamique, il y a écrit qu'ils veulent exporter le modèle de la République islamique au monde entier. Donc ça, effectivement, se débarrasser des mollahs pour retomber sur une dictature militaire avec des passes d'Aran qui garderaient le contrôle de l'économie, a priori, c'est acceptable pour Donald Trump. Patricia Lemonnier, vous avez commencé à parler des négociations tout à l'heure. Moi, j'ai quand même, à vous écouter les uns et les autres, c'est passionnant, hein, mais j'ai du mal à imaginer que même avec cette menace de nouvelles frappes,
Donald Trump et l'administration américaine et l'armée américaine réussissent à obtenir en quelques jours ce que le peuple iranien n'arrive pas à obtenir depuis des années. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, enfin, alors il faut se représenter et rappeler ce qu'est le régime iranien. Oui. C'est-à-dire que le régime iranien, ce n'est pas que le guide et son bureau qui gèrent en fait les affaires de l'État en parallèle du Premier ministre, Arakchi, qui est plutôt ce qu'on appelle plus un modéré, on va dire, enfin entre guillemets. Le guide, c'est le guide suprême, Khamenei, avec son bureau, plus ses fondations, c'est-à-dire les fondations religieuses, qui gèrent des pactoles de milliards et de millions, et des affaires économiques. À côté de lui, il y a les Pasdaran, le corps des gardiens de la Révolution, qui se déclinent avec leur force Al-Quds, qui est une force qui intervient à l'étranger militairement et diplomatiquement. Elle se décline aussi avec les Bassidji, ces milices populaires partout dans la population. Et elle se décline aussi, ce pouvoir se décline aussi par sa force de pénétration dans toute l'administration iranienne, c'est-à-dire les mairies, les ministères, etc., et les grands secteurs économiques. Donc vous voyez, c'est une machine qui tient le pays et les acteurs se tiennent un peu par la barbichette en quelque sorte, parce que les enjeux sont excessivement forts. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas été pénétré, parce qu'on voit bien ce qui s'est passé durant la guerre des 6 jours. Le Mossad a pénétré complètement, je pense, les gardiens de la Révolution. Et il y a parmi ces gardiens, pour l'instant, ils se taisent. Ils n'ont pas envie de faire défection ou d'afficher une quelconque défection parce que le régime, pour l'instant, tient. Mais il y a forcément des fragilités à l'intérieur et des gens qui sont en contact, forcément, avec l'extérieur. Parallèlement, il y a le gouvernement qui est aussi en contact grâce au son ministre des Affaires étrangères, Arakchi, qui est un homme, il faut le rappeler, qui a quand même fait sa thèse à l'université de Kent au Royaume-Uni. D'accord. Bon, je vais prendre une image qui est certainement pas la meilleure, mais bon, je pense à un fruit mûr qui menace de tomber, quoi. Est-ce qu'on est dans ce temps particulier, Guillaume Lasconjarias? Alors déjà, oui, on ne sait pas pour 2 raisons. Parce qu'en fait, on est au mélange entre ce que le régime, et c'est vrai que le terme de régime des mollahs est de moins en moins juste, en fait. On a une apparence de régime théocratique, mais dans la réalité, on a plutôt une plutocratie avec la capacité... Non, parce que pas militaire, parce que l'armée, justement, est contrôlée et n'a pas le même poids que les gardiens de la Révolution. C'est-à-dire, en fait, vous avez le corps des gardiens. Si on prenait une très mauvaise comparaison historique, c'est plutôt une forme de SS ou de SA, avec les Bassidji en l'occurrence, et le reste, une forme d'armée. Sauf qu'il n'y a jamais eu, à la différence... si on prend l'exemple de grands deals et de grands versements avec un choix fait sur l'outil militaire pourrait basculer, ou du moins pourrait assurer une forme de neutralité. C'est pour l'instant sa position. Il est quand même dans l'ensemble moins bien équipé, moins bien commandé et régulièrement purgé. Donc en fait, c'est pas l'outil utile aujourd'hui. En revanche, on peut imaginer que quand on a une théocratie qui est largement pénétrée de prébendes et qui a mis une partie de son argent à l'étranger, elle a à perdre. Et elle aurait à perdre quoi? Finalement, si le régime devient de plus en plus instable, ou au contraire, si ça bascule entièrement de l'autre côté sans avoir mis suffisamment de garde-fous. Alors on va évidemment parler du risque d'embrasement régional. Vous avez commencé à l'évoquer avec la réaction des alliés des États-Unis. Le régime iranien, évidemment, menace d'un embrasement régional. Le régime et ses alliés, ce qu'on appelle les proxys, exemple avec le chef du Hezbollah, Naïm Qassem. Une guerre contre l'Iran, cette fois, embrasera la région. Cette attaque est une attaque de la stabilité dans la région et dans le monde. Nous considérons que la menace nous est également destinée. Alors, ce risque est-il réel? J'écoutais, je lisais chez nos confrères de l'agence France-Presse une déclaration du secrétaire d'État américain, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, qui dit « l'Iran est plus faible que jamais ». Voilà, quelle est la capacité de réaction de l'Iran en cas de frappe américaine? Elle est assez faible. Cette déclaration du secrétaire général du Hezbollah fait partie de la guerre psychologique, mais il y a une grande partie de fanfaronnade. Le Hezbollah est considérablement affaibli, même sa propre base au Liban
temps et commencent à se poser des tas de questions. Donc ils ne sont pas véritablement en mesure d'être une force de dissuasion comme ils prétendaient l'être il y a encore 2 ans. Mais pour revenir à la question que vous avez posée, celle du fruit mûr, c'est une question qui se pose. On est vraiment au moment de vérité. Ça fait 48 ans que ce régime est en place. Et un autre paradoxe iranien très étonnant, c'est que la première révolution islamiste, entre guillemets, a produit 5 décennies après la société la plus sécularisée, pas seulement du Moyen-Orient, mais l'ensemble du monde musulman, du Maroc jusqu'à l'Indonésie. Les jeunes se détournent de la religion, parfois se convertissent au christianisme, parfois deviennent athées. Cette théocratie, cette notion de wilayat al-faqih qui a été évoquée, a eu comme effet de les détourner de ce régime. Donc on n'a pas de sondage, bien évidemment, mais la plupart des experts nous disent qu'au moins 80% de la population rejette ce régime. Ça ne veut pas dire qu'il tient encore les rouages de l'économie. Et c'est ça la stratégie du deal de 2016. On avait beaucoup reproché à Obama d'avoir fait ce deal, mais l'idée était qu'en levant les sanctions, on va libérer les forces vives de l'économie et permettre à ces élites technocratiques, ces ministres formés en Occident, de gagner progressivement. Et le changement de comportement aurait été naturel, progressivement, parce que la classe moyenne se serait révélée. Mais ce qui ne s'est pas produit. Parce que les gardiens de la Révolution ont gardé vraiment le contrôle. Et aussi parce qu'on a déchiré le deal unilatéralement. Non, mais même les gardiens de la Révolution, quand vous regardez la corruption et les familles, les grandes familles qui tiennent le régime, tiennent de facto l'économie. Donc cette bourgeoisie moyenne, le bazar, n'a pas réussi, justement. D'ailleurs, on parlera des gardiens de la Révolution, cette question de les placer ou non sur la liste des organisations terroristes. L'Union européenne va en parler, je crois que c'est demain, ce jeudi. Et nos confrères du Parisien nous disent que l'Élysée soutient désormais l'inscription des gardiens de la Révolution sur cette liste européenne. Ce sera le thème de votre éditorial dans un instant, Jean-Sébastien. Mais je reste sur cette idée, Guillaume Lasconjarias, d'une hypothèse de riposte iranienne et d'embrasement, parce que c'était une question qu'on a vu s'afficher à l'instant, d'embrasement régional. Est-ce qu'il faut le craindre aujourd'hui ? On peut le craindre de manière dissymétrique. Alors effectivement, si l'ensemble du système militaire a été très largement affaibli pendant la guerre des 12 jours, il y a 2 choses qui se dessinent. D'abord, le système de défense antiaérien est relativement affaibli, il a été très largement détruit. Une grande partie de ces puissances, ces vagues de drones qui étaient envoyées sont probablement aussi à l'arrêt ou très très limitées. En revanche, il paraît, alors avec beaucoup de guillemets, c'est ce qu'on lit ici et là, que le stock en revanche de missiles balistiques, lui, a été très largement compensé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ils en avaient beaucoup, mais ils en ont utilisé beaucoup. Ce que ça signifie, c'est que la réponse, elle, pourrait être asymétrique. C'est-à-dire les Américains frappent, mais les rétorsions iraniennes se tournent vers soit effectivement ce qu'on disait, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Israël. Et d'ailleurs, ce dont on ne parle pas suffisamment, c'est la manière dont Israël elle-même est très prudente sur une aventure militaire. Il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Netanyahou qui pousse Donald Trump à frapper. C'était probablement, si vous lisez, lisez le Times of Israel, c'est quand même le journal local, vous avez quand même les interrogations sur la capacité pour les Iraniens les Israéliens à remettre en place leur fameux dôme de fer et de pouvoir protéger et la population et leur centre de commandement de ces vagues de missiles balistiques dont on sait que certains ont pénétré et ont été jusqu'à toucher non seulement la population, à créer un impact psychologique dont je ne suis pas certain que vraiment les Israéliens soient prêts à accompagner cette escalade militaire. Et puis ensuite, vous avez un dernier acteur qui est vraiment local, les milices, cette fois chiites, en Irak, qui pourraient, elles, s'agiter et toucher aussi les bases américaines. Donc en fait, l'attaque ou la riposte iranienne serait peut-être... il n'est pas à leur hauteur de pouvoir frapper l'US Navy. C'est littéralement quasiment impossible. On pourrait peut-être lancer quelques signes, bloquer, lancer des vagues de commando, mais c'est, à mon avis, peu de chances d'arriver à un effet vraiment autre que tactique. En revanche, des attaques asymétriques, oui.
Oui, Patricia Alemania, il y a aussi un aspect économique, le détroit d'Ormuz. Il faut rappeler les menaces iraniennes sur un blocage du trafic maritime sur ce détroit d'Ormuz. Ça fait partie, là aussi, de la rhétorique du régime iranien. Ça fait partie de la rhétorique, effectivement, iranienne. Mais là aussi, je crois qu'en revanche, là aussi, les Américains s'y sont préparés et depuis longtemps. Donc, ce que l'on estime, s'il y avait blocage, le blocage ne durerait pas longtemps, une semaine, maximum 10 jours. Ça ne serait pas un blocage et il y a suffisamment de stock de pétrole pour tenir par rapport à ça. Non, mais pour revenir à la question du fruit mûr, je pense que c'est une question essentielle parce qu'on dit toujours quand on est dans ce genre de situation, le régime tient, et puis d'un seul coup, paf, ça s'effondre. Et on sait... On se dit après, bah oui, c'est vrai, il était mûr. Et après, on justifie nos craintes, nos analyses rétrospectivement. Donc, il est excessivement dur de mesurer aujourd'hui où en est le régime et surtout où en sont les failles à l'intérieur du corps des Pasdaran. Parce que je pense que c'est vraiment là à l'inverse de l'armée. Vous demandez tous les deux la parole, je vous la donne, mais alors vraiment des interventions rapides parce qu'il nous reste beaucoup de thèmes à aborder. Jean-Sébastien pour commencer, ensuite... Sur le point de la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est quand il sera en réalité à double tranchant pour l'Iran, parce que l'Iran, et c'est aussi l'une des clés, c'est ses ressources financières. Il y a beaucoup d'argent placé au Venezuela, ils n'y ont plus accès. C'est la Chine qui achète le pétrole de l'Iran via des fameuses flottes fantômes. Donc si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, en réalité, le régime se tire encore plus une balle dans le pied parce qu'il a besoin de pouvoir continuer à payer les fameux Basij, les fameux Pasdaran. Oui, carrément. Alors vous évoquiez la Syrie. Si le régime syrien s'est écroulé aussi vite, c'est en grande partie aussi parce qu'il avait été lâché par ses deux parrains iraniens et russes. Donc une des questions importantes aujourd'hui, quelle va être l'attitude des Russes et des Chinois par rapport à ce qui se passe? Et avant de parler d'un éventuel changement de régime, il faudra voir s'il y a des divisions internes. Le jour où on verra des soldats iraniens basculer dans l'autre camp, comme en 1979, certains de la garde rapprochée du Shah avaient viré leur cutie, ça, ce sera le signe qu'on peut véritablement parler d'un pays au bord du changement de régime. Oui, aujourd'hui, à l'ONU, la Chine mettait en garde sur un aventurisme militaire en Iran. On va depuis lundi, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'informations enfin qui remontaient d'Iran. Elles sont terrifiantes, ces informations. On va essayer de faire un bilan avec Stéphane Duguet tout de suite qui nous rejoint sur ce plateau avec un bilan. Bonsoir Stéphane, de cette répression qui évidemment n'est pas définitif, il est important déjà. Oui, il pourrait y avoir plus de 36 500 morts selon le média Iran International. C'est un média en exil, classé organisation terroriste par le régime iranien. Selon cette ONG, 36 500, c'est le nombre de personnes qui ont été tuées par les forces de sécurité iraniennes le 8 et le 9 janvier, les 2 jours les plus sanglants de la répression. Alors évidemment, on l'a compris, remontée d'informations difficiles et des bilans qui peuvent différer d'une ONG à l'autre. Oui, parce que Internet a été coupé pendant un long moment en Iran, justement pour éviter qu'il y ait des informations sur ce qui se passait dans ces manifestations. Les ONG travaillent donc avec différentes sources, différents documents, d'où ces différences de chiffres. Mais si on prend ceux des ONG Iran Human Rights, basés en Norvège, et Human Rights Activist News Agency, les bilans oscillent entre 3 000 et 25 000 morts. Le dernier rapport d'Human Rights Activist News Agency parle aussi du nombre de blessés. Il serait là plus de 11 000, sachant qu'il est compliqué pour les blessés d'aller se faire soigner sous peine d'être arrêtés. Le pouvoir iranien enferme aussi des médecins qui sont soupçonnés d'avoir soigné des manifestants. Sur les arrestations, justement, le dernier chiffre de cette ONG fait état de 40 000 personnes aux mains du pouvoir iranien. Dimanche, le chef du pouvoir judiciaire a promis des procès au plus vite et des sanctions sans la moindre clémence. Alors justement, que dit le pouvoir, le régime iranien sur ce bilan, sur le nombre de morts? Alors il donne des chiffres qui sont très bas. La télévision d'État iranienne a communiqué le 21 janvier. Selon le bilan, il y aurait eu 3117 personnes tuées, parmi lesquelles 2427 martyrs, des innocents, selon la télévision d'État. Des chiffres qui sont invraisemblables selon les ONG qui suivent la répression sur le terrain. Bon, de toute façon, même si ces chiffres et ces bilans diffèrent, ils témoignent tous d'une extrême violence. Oui, Thomas, pour le chercheur spécialiste du Moyen-Orient David Rigoulet-Rose, la répression en Iran est pire que celle, par exemple, de la place Tiananmen en Chine en 1989 ou celle du village de Hama en Syrie en 1982. Écoutez-le. C'est absolument d'une ampleur sans précédent et de toute façon, ça va prendre du temps pour savoir justement à quelle l'amplitude, parce qu'il y a des disparus, il semblerait qu'il y ait également des inhumations dans des fosses communes, donc c'est très difficile et la répression en plus se poursuit.
Comme le dit le chercheur, la répression se poursuit. Nous n'avons donc pas fini de découvrir un bilan toujours plus lourd en Iran. Merci beaucoup Stéphane Duguet. Patricia Lémonière, je pense qu'on s'est beaucoup demandé là, depuis le début de la semaine si les manifestations pouvaient repartir. Là, l'heure pour le peuple iranien, c'est quoi? C'est d'essayer de savoir où sont les disparus, de compter ses morts, de récupérer les corps. Enfin, c'est vraiment l'heure, c'est de l'enterrer. Ouais. L'heure, c'est ce qu'on appelle le chagrin. J'ai écouté un témoignage très, très émouvant en disant ce régime ne supporte pas la couleur, il n'aime que le noir. Et c'est tellement vrai quand on va en Iran que, effectivement, ce régime aime le noir. Là, ce qui est terrible, c'est que l'on voit aussi ce qu'il y a le plus abject dans ces régimes autoritaires, c'est les confessions à la télévision. Confessions forcées. Les confessions forcées. Alors, on a eu nos otages qui ont eux-mêmes subi ce genre de pression. Mais là, c'est à grande échelle. Et hormis les morts, il y a ceux qui sont blessés dans les maisons et qui ne peuvent pas aller à l'hôpital. Parce que s'ils vont à l'hôpital, ils sont arrêtés immédiatement. Certains, dans les hôpitaux, ont été sortis de leur lit pour être exécutés. Et d'autres, et les arrestations se poursuivent. Et quand on sait ce qui se passe dans les prisons iraniennes, enfin tous les témoignages qu'on peut avoir, les amis qui nous racontent ce qui a pu leur arriver, la façon dont les tortures sont faites, et cet effet démonstratif que veut ce régime autoritaire, c'est d'en lâcher quelques-uns dans la rue après être sortis de prison, et ils les lâchent, ils sont en 1000 morceaux. Ceux qu'on trouve qui sont abandonnés le long des routes et le long des trottoirs. C'est pour faire peur, pour terroriser la population. Et le régime tient sur la terreur, ça on le sait. Alors maintenant, toute la question est de savoir si les Iraniens qui pleurent leur mort ou qui cherchent les disparus auront encore l'énergie de repartir si jamais il y avait un régime qui chancelle pour une raison ou pour une autre. Oui, interrogé cet après-midi ici au Sénat, le ministre des Affaires étrangères parle de crimes contre l'humanité. Nous appelons aujourd'hui et nous exigeons la libération des probablement dizaines de milliers de prisonniers du régime. Nous appelons à la fin définitive de toute forme d'exécution qui fait suite et qui prolonge la répression, et nous appelons à la levée du blocus numérique qui empêche les Iraniens de communiquer et de témoigner de l'horreur qui s'est abattue sur eux. Mais nous allons aller plus loin parce qu'il ne peut y avoir aucune impunité pour ceux qui se sont rendus responsables de ces crimes contre le peuple iranien et de ces crimes d'une certaine manière contre notre humanité tout entière. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil des droits de l'homme a été saisi, qui va diligenter une enquête sur les violations des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle demain, à Bruxelles, seront prises des sanctions européennes ciblant les principaux responsables de cette répression. À l'instant, dépêche de l'agence France-Presse, 10 navires de guerre américains sont au Moyen-Orient. Donc il y a le porte-avions Abraham Lincoln. Donc Abraham Lincoln, vous le disiez, 3 destroyers, des avions de combat. 6 autres navires de guerre américains également déployés dans la région. 3 destroyers, 3 navires de combat littoral. Et je pense que ça ne compte pas le porte-avions qui est en route, ce qu'annonçait le président américain tout à l'heure. Question de Joséphine qui nous écrit de Mantes-la-Ville. Est-ce que ce déploiement militaire, justement, dont on parle, est légal au regard du droit international? Le déploiement militaire lui-même peut être légal, mais des frappes ne le seraient pas. Mais nous en sommes arrivés à un stade où la question ne se pose même plus. En 2003, quand il y a eu l'invasion de l'Irak, c'était le débat, est-ce qu'on viole le droit international ou pas? Aujourd'hui, le droit international est devenu complètement marginal. On est dans le monde de la marque politique, de la politique de puissance. La force prime sur le droit, c'est le retour de Bismarck. Donc Trump se moque complètement du droit international. Par contre, et même dans la région, beaucoup de gens ne verraient pas d'un mauvais œil une chute de ce régime et un affaiblissement, ou du moins un changement de comportement de ce régime. Mais il faut quand même ne pas oublier la question du jour d'après, qu'on avait oublié en Irak, qu'on avait oublié en Libye, en Afghanistan. Quel régime ensuite? Les voix iraniennes les plus rationnelles me semblent être certains des grands cinéastes comme Jafar Panahi, Fariba Adelka, qui a été prise en otage pendant plusieurs années, Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, etc. Ils ne souhaitent bien évidemment d'abord que cette répression cesse, que ce régime
tombe ou change son comportement de façon radicale, mais ils ne sont pas favorables à des frappes israélo-américaines qui pourraient avoir pour effet de ressouder la population, le nationalisme iranien étant tel que s'il y a une épée de Damoclès, il pourrait paradoxalement ne pas accepter de servir de pion dans le cadre de ce jeu des puissances. Oui, alors, chapitre consacré pour terminer aux gardiens de la Révolution, on en a parlé, le bras armé des mollahs pourrait-il être placé sur la liste des organisations terroristes? On écoute d'abord la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, juste après le Conseil des ministres. La situation en Iran, avec une répression d'une violence sans équivalent dans l'histoire contemporaine de l'Iran. Pour vous dire que nous soutiendrons l'adoption de nouvelles sanctions européennes contre des responsables sécuritaires et judiciaires iraniens lors du Conseil des affaires étrangères de demain. Une réflexion est en cours avec nos partenaires européens sur la désignation des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. À ce sujet, je veux être très claire, il n'y a aucun tabou. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est demain, ce jeudi, que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent débattre de cette inscription des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. Peut-être on peut commencer, Jean-Sébastien, par lister les activités de ce corps des gardiens de la Révolution qui justifieraient une telle décision. Oui, parce que c'est, vous le disiez, le bras armé du régime. C'est vraiment la force qui est là pour garantir la survie de la République islamique. Ce sont clairement les gardiens de la Révolution qui ont organisé la répression dont on était en train de parler à l'instant. Ils ne se contentent pas d'agir à l'échelle de l'Iran. Patricia, il faisait référence tout à l'heure. Il y a la force Al-Quds qui a aidé le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, et dont il faut rappeler qu'elle a aussi une composante à destination de l'Occident, notamment avec des opérations d'influence. Les ambassades occidentales d'Iran en Occident ont beaucoup financé notamment des mouvements pendant les protestations contre Gaza. Il y a aussi eu les drones ou les armements qu'ils ont pu fournir à la Russie dans le cadre du conflit en Ukraine. Donc on voit c'est pas fondamentalement un acteur pacifique ni une force de stabilisation. Mais est-ce qu'ils n'ont jamais l'arme du terrorisme? Oui, on le sait, l'Iran est l'un des sponsors du terrorisme. Alors ils sont en général suffisamment habiles pour ne pas se faire prendre. Il y a eu des hypothèses notamment sur le fameux le vol à Lockerbie. Facialement c'est la Libye, mais ça pourrait vraisemblablement être l'Iran derrière. Ils ont eu une condamnation en 2022 en Allemagne. La cour de Bochum a condamné justement, a considéré que c'était les gardiens de la Révolution qui avaient organisé une tentative d'attentat contre une synagogue. Il y a aussi eu des complots contre des opposants au Royaume-Uni qui ont été déjoués. Donc c'est vraiment un appareil de déstabilisation. Et on disait ils tiennent 60% de l'économie, mais ils sont aussi vulnérables aux sanctions. Oui, effectivement, et c'est pour ça qu'on va l'évoquer, avec, jusqu'à présent en tout cas, une hésitation de la France à considérer que les gardiens de la Révolution sont une organisation dont il semblerait qu'elle soit en train d'évoluer. Oui. La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, avait ouvert la porte. Le Parisien publie l'information comme quoi la France pourrait demain se rallier à la position d'une majorité d'Européens, puisque les ministres des Affaires étrangères en discutent demain. La raison pour laquelle la France, finalement, la position était de moins en moins tenable, parce qu'ils ont construit tout un argumentaire. Alors, il y a des raisons, si on part des plus compréhensibles, le fait que nous ayons encore des otages, on y faisait référence, ils doivent pointer à la prison d'Evin chaque semaine. Il y a le terrorisme, bien sûr. Après, il y a aussi un raisonnement qui était d'ordre légal, en disant il faut qu'il y ait eu une condamnation par au moins une juridiction européenne pour qu'on puisse les considérer comme mouvement terroriste. Maintenant, c'est le cas, donc le Quai d'Orsay est affaibli sur ce terrain-là. Il y avait une autre raison qui était il faut l'unanimité. L'unanimité, il semblerait que depuis le revirement de l'Italie, qu'il ne reste que l'Espagne, finalement, qui s'oppose en l'état à cette inscription. Puis il y avait un autre argument qui était la crainte de l'escalade, justement, dans les négociations nucléaires, parce que la France avait été partie prenante. Le canal français est quand même largement au point mort depuis longtemps. C'est pas un argument très très fort. Et les Américains, on l'a dit, c'est pas parce qu'eux considèrent que les Pasdaran sont une force terroriste qu'ils n'ont pas des contacts malgré tout. Je crois quand même qu'il y a un autre argument moins avouable qui est tout simplement la diplomatie française à minima au Quai d'Orsay, où les conseillers diplomatiques du président ont une vision de la politique, alors qu'on appelle arabe, l'Iran n'est pas arabe, il est perse, mais de la France, et en gros, pour la résumer de manière très saisissante, prenons le contre-pied d'Israël et des États-Unis, ça nous permettra de garder de l'influence. Je pense que là-dessus, la diplomatie française a été obligée de reculer et que c'est vraisemblablement ce à quoi on va assister demain. Alors, pourquoi faudrait-il placer les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes? Et puis surtout, qu'est-ce que ça changerait, Karim Emin-Bitar? C'est peut-être ça la question. Alors, sur la liste des crimes attribués à ce régime, on peut ajouter un attentat commis en Argentine contre la communauté juive en 1982. Et là aussi, il y a eu une décision de justice. Je crois que dans l'esprit des diplomates français, c'est essentiellement de maintenir un certain levier. À partir du
du moment où vous sanctionnez tout le monde, le régime peut se raidir, la répression va être encore plus brutale. Et la plupart des études académiques montrent que les sanctions affectent essentiellement la population. Les oligarques dont on parlait tout à l'heure profitent au contraire des sanctions pour s'enrichir. Mais c'est une arme qui peut être utilisée dans un moment comme celui que nous traversons. Ça pourrait même être un game changer, accentuer la pression pour que certains membres de haut rang de ces gardiens de la Révolution commencent par comprendre qu'il faut changer de camp et lâcher le régime. Je vous pose la même question aux uns et aux autres. Je commence avec vous, Guillaume Lasconjarias. Oui, non, et avec quelle efficacité de telles sanctions? Oui, parce qu'effectivement, comme l'a expliqué, c'est impossible d'avoir aujourd'hui, cette position est devenue intenable. Donc, quelque part, c'est se convertir à une forme de logique. Deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais oublier que les Français aussi ont été impactés par le terrorisme d'origine iranienne. On l'a été depuis les années 80, on l'a été rue de Rennes, il y a encore une plaque. Donc il faut se souvenir qu'on n'a pas toujours été, finalement, on a été aussi des victimes de l'Iran et de ses actions de frappe et de déstabilisation. Donc aujourd'hui, le faire et imposer des sanctions supplémentaires, ça n'empêche pas de garder un levier sur le contrôle de l'escalade. C'est pas parce qu'on impose des sanctions que derrière, il n'y aura pas des capacités aussi de négociation. Alors oui, effectivement, il y a la question des otages. Il y a une dernière chose, c'est que la France, là-dessus, elle ne fait que se rallier finalement à ce que fait l'Union européenne globalement, et que tous ensemble, on aura finalement plus de leviers à poser. Enfin, sur la question des sanctions, même si immédiatement, c'est, si ce n'est indolore pour ceux qui sont aux commandes, à la fin, ça mord, ça fait du mal. On l'a vu avec la Russie. En revanche, ça prend du temps. Et c'est souvent indiscriminé. Et c'est cette dimension-là, la question du temps, que nous n'avons pas, alors que les États-Unis, eux, semblent accélérer. Et là encore, il y a une forme de sidération. Peut-être qu'il faudrait qu'on ait plus une vision globale de ce que tous nous voulons ensemble, plutôt que d'avoir ces chemins d'action qui sont parallèles et qui sont peut-être moins contrôlables. Question de Jean-Christophe. Peut-on identifier ces gardiens de la Révolution? Si oui, serait-il possible de les traduire en justice? Puisqu'on on parle d'une répression qui est sans doute l'une des pires de l'histoire, ce qui s'est passé en 2 jours. Ils sont identifiés, ils sont connus. Vous savez, le régime iranien, comme tous ces régimes, est un régime très bureaucratique. Donc tout est parfaitement consigné. Et regardez la guerre des 12 jours, il y en a bon nombre qui ont été éliminés par des frappes israéliennes. Donc tout ça n'est pas très compliqué. Et effectivement, l'enquête des Nations Unies peut conduire, mais vous savez, les Nations Unies, l'enquête, elle a commencé après le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Elle n'était que prolongée, en fait, cette enquête. Et vous voyez, elle n'avait toujours pas abouti. Donc nous en sommes un peu loin avant d'avoir des décisions concrètes. Moi, je crois que cibler les gardiens de la Révolution, je ne crois pas du tout qu'ils soient, comme on dit, mordus par les sanctions économiques, parce que c'est une élite qui s'en sort, qui a mis déjà une partie de tout son argent à l'extérieur, transformé en dollars, qui ont des rapports avec le Venezuela à travers la drogue et à travers la Colombie. Enfin, c'est une pieuvre qui sait parfaitement défendre ses intérêts, et les gardiens de la Révolution sont effectivement ne sont pas touchés par les sanctions économiques. Mais à l'instant, c'est officiel. Paris soutient l'inscription des gardiens de la Révolution sur la liste européenne des organisations terroristes. Source Élysée. Merci à nos confrères de l'agence France Presse. Donc, les isoler et faire une pression très ciblée contre eux peut permettre à ce corps uni de craquer. Et ce corps uni est travaillé. Il est travaillé, je l'ai déjà dit, par les services de renseignement israéliens. Et donc, il y a des gens qui sont corrompus à l'intérieur, qui donnent des informations, et ils ont des postes importants. Et donc, ils pourraient, et j'en finis par là, ils pourraient se dissocier, et c'est bien là ce qu'espère, je crois, Donald Trump, c'est d'arriver à faire craquer, non pas l'armée, parce que l'armée n'est pas suffisante pour faire un changement de régime, mais à faire qu'il y ait un coup d'État pratiquement à l'intérieur des gardiens de la République. Allez, un tout dernier mot, vraiment, pour conclure. La clé, on l'aura par la fin, mais que nous ne connaissons pas par définition. C'est-à-dire que les sanctions, s'il y a une chute du régime, parce qu'il commence à y avoir des gens, ils ont investi à l'étranger,
étrangers qui, par exemple, peuvent investir dans l'immobilier en Europe ou ailleurs. Donc ces gens-là, tant que le régime tient d'une certaine manière, ils sont relativement indifférents aux sanctions parce qu'ils se sont organisés autrement. S'ils anticipent une chute de régime, ça n'est plus la même chose que d'avoir été considéré comme terroriste. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Votre livre, Patricia Lémonière, Au cœur du chaos, aux éditions Artaud. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.